Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 9 septembre, je vous propose tout d'abord de revenir sur les élections qui se sont récemment déroulées dans la région autonome de Bougainville, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ainsi que dans les îles Samoa. Nous reviendrons aussi sur la démission du Premier ministre japonais Shigeru Ishiba et sur la prochaine élection au sein du Parti libéral-démocrate pour élire son nouveau président. Nous reviendrons ensuite sur un accord controversé récemment signé entre l'Australie et le petit État insulaire de Nauru, avec comme objectif de déporter des ressortissants étrangers auxquels l'Australie refuse de donner un titre de séjour. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en Nouvelle-Zélande, où une communauté autochtone maori vient de célébrer une victoire contre une entreprise d'extraction de sable qui exploite la zone depuis 80 ans. La semaine dernière se sont tenues des élections législatives anticipées aux îles Samoa, des élections organisées suite à la dissolution du Parlement après le rejet du budget 2025 du gouvernement par les députés le 27 mai dernier. Les élections, qui visaient à renouveler pour 5 ans l'ensemble des sièges du Fono, le Parlement monocaméral des Samoa, ont vu presque tous les ministres sortants perdre leur siège de députés. Le commissaire aux élections a annoncé samedi les résultats officiels après 4 jours de décompte. Le FAST, parti du gouvernement sortant, se place encore en tête avec 30 sièges, suivi du HRPP avec 14 sièges, tandis que le Samoa Uniting Party a décroché 3 sièges et que les 4 indépendants se sont aussi assurés une place au sein du Parlement. Une des 50 circonscriptions n'a pas pu procéder au décompte, faute de compétition, suite à une décision de la Cour suprême disqualifiant les candidats jugés inéligibles. C'est donc une nouvelle chance pour le FAST de gouverner, avec cette fois-ci la figure de l'ex-premier ministre Fiame Naomi Mataafa écartée, puisque cette dernière, qui dirigeait depuis le 24 mai 2021 le gouvernement, mais était en situation de minorité, a été exclue de son propre parti le 15 janvier dernier, suite à des tensions avec le président du parti, Laoli Loaeta Polataivao Fosi-Schmidt. Ce dernier avait été renvoyé du gouvernement par la première ministre en janvier dernier en raison de son inculpation pour faux, harcèlement, diffamation et entrave à la justice. Il s'était ensuite allié à l'opposition pour rejeter le budget de la première ministre et faire tomber son gouvernement, menant ainsi à de nouvelles élections. Naomi Mataafa a ainsi participé aux élections sous la bannière de son tout nouveau SUP, le Samoa Uniting Party, fondé par elle-même en mai 2025, et est parvenue à garder son siège au Fono. Mais son parti a obtenu moins de 8 sièges et l'ex-premier ministre devra donc rejoindre un autre parti ou entrer au Parlement en tant que députée indépendante. La région autonome de Bougainville a organisé la semaine dernière les élections visant à remplacer les membres de sa Chambre des représentants, composée d'un président, de 3 représentants de femmes, de 3 représentants d'anciens combattants et de 38 représentants de circonscription. Le scrutin s'est déroulé dans le calme avec 34 femmes candidates, un nombre record qui reste toutefois encore faible au regard du nombre total de 404 candidats. On rappelle que lors des dernières élections, 2 femmes avaient pour la première fois été élues dans des circonscriptions en Bougainville. Le contexte politique de ce scrutin est similaire à celui de 2020, organisé après le référendum de novembre 2019, lors duquel les habitants de Bougainville avaient voté à 97,7% en faveur de l'indépendance. L'enjeu principal était donc la transition vers l'indépendance face à un gouvernement central qui tente de ralentir le processus. 6 candidats cherchaient à remplacer le président actuel, Ismaël Toroama, après son premier mandat à la tête de la région autonome. Ce dernier a récemment rappelé que l'indépendance n'était pas négociable et que Bougainville devait accéder à l'indépendance d'ici le 1er septembre 2027, ajoutant que sans ratification par le gouvernement central de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Bougainville ferait une déclaration d'indépendance unilatérale. Ainsi, la principale différence entre les candidats à la présidence concernait la ligne, plus ou moins souple, à adopter face au gouvernement central pour négocier et préparer la transition vers l'indépendance, certains estimant
qu'il faut d'abord améliorer la situation économique, le système judiciaire et la sécurité sur l'île de Bougainville. Autre élément de contexte, la visite du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui s'est adressé mercredi au Parlement en saluant la paix et le dialogue entre les dirigeants de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Bougainville, et le 21e anniversaire de l'accord de paix de Bougainville, qui a mis fin à des années de guerre civile et enclenché le processus vers l'indépendance. Guterres a déclaré avoir confiance dans le fait que la prochaine phase apporterait une résolution pérenne en bénéficiant à tous, un signe de soutien indirect du secrétaire général de l'ONU en faveur du processus d'indépendance. Notons que le décompte des voix doit débuter aujourd'hui. Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, qui dirigeait le gouvernement depuis octobre 2024, a finalement annoncé sa démission dimanche après avoir annoncé à maintes reprises vouloir se maintenir à la tête du gouvernement et continuer sa politique. Shigeru Ishiba a été soumis à une pression croissante au sein de son parti, l'appelant à démissionner pour assumer la responsabilité de la défaite cuisante du Parti libéral-démocrate aux élections sénatoriales de juillet dernier. Le PLD, qui est devenu, avec son allié le Komeito, minoritaire au sein des deux chambres de la Diète japonaise, vient par ailleurs d'annoncer qu'une élection serait organisée le 4 octobre prochain pour élire un nouveau président du parti, qui succédera ainsi au Premier ministre Shigeru Ishiba. Le quotidien japonais Asahi Shimbun a précisé que le PLD avait pris l'habitude d'exclure les soutiens du parti des scrutins pour élire les présidents des partis lorsque ces scrutins interviennent suite à une démission du Premier ministre. Mais le quotidien explique que la méfiance croissante de la population envers le PLD a sans doute décidé ce dernier à opter pour un scrutin de grande ampleur qui puisse mieux refléter les différentes voix présentes au sein du parti. Plusieurs figures du PLD ont déjà annoncé leur intention de se présenter, et notamment l'ex-secrétaire général du parti, Toshimitsu Motegi. Le département des Affaires intérieures australien a révélé la semaine dernière avoir signé, fin août, un accord visant à déporter sur la petite île de Nauru 354 ressortissants étrangers. Cet accord controversé concerne les membres dites de la cohorte NZYQ, dont les membres sont décrits par le département des Affaires intérieures comme des personnes ayant enfreint la loi australienne et qui ont ainsi abandonné leur droit de séjour en Australie. Le média australien ABC News précise que l'accord signé avec Nauru prévoit le versement d'une somme de 408 millions de dollars australiens pour le transfert de ces personnes, ainsi qu'une somme de 60 millions par an à verser pendant la durée de vie de l'accord, soit environ 2,5 milliards de dollars sur une période de 30 ans. Le média australien précise que des milliers d'autres ressortissants étrangers pourraient aussi être bannis de la sorte sur l'île de Nauru. Les ressortissants étrangers concernés ne peuvent pas être renvoyés chez eux car ils risquent d'être apatrides ou d'être persécutés dans leur pays, et certains pays refusent également de les accueillir. Une commission composée d'une majorité de sénateurs travaillistes est chargée d'évaluer le respect des libertés individuelles et l'état de droit dans les textes soumis au Parlement, vient par ailleurs de rendre un rapport qui souligne des inquiétudes au sujet d'une loi passée en urgence la semaine dernière au Parlement pour déporter la fameuse cohorte. Le texte vise à accélérer le processus de déportation en enlevant les droits de ces personnes à la justice naturelle, un concept de common law qui repose sur le droit à être entendu équitablement et sur la règle contre le biais dans le processus de décision. La Commission estime que le gouvernement n'a pas suffisamment justifié sa proposition d'écarter les règles de justice naturelle et de son application rétrospective et qu'il y a un risque de non-respect de procédures équitables pour les personnes déportées. Le texte en question est très critiqué par les Verts et par les ONG de défense des droits de l'homme qui dénoncent un manque de transparence puisque les détails de l'accord n'ont toujours pas été publiés. Le quotidien britannique The Guardian a quant à lui évoqué l'inquiétude que l'arrivée de ces ressortissants étrangers suscite sur l'île de Nauru, petite île du Pacifique de 11 000 habitants qui accueille encore une centaine de demandeurs d'asile et de réfugiés dans le centre de traitement offshore australien. C'est une victoire pour la communauté maori locale et pour les militants de la cause environnementale, puisqu'en effet, le média néo-zélandais Radio New Zealand a rapporté qu'un accord avait été trouvé le 22 août dernier entre l'entreprise d'extraction de sable Makalumbro et le Ngati Manuhiri Settlement Trust, un groupe néo-zélandais qui militait pour mettre fin à cette extraction sur la plage de Pakiri à 1h30 de voiture au nord d'Auckland. Radio New Zealand précise que le sable de cette plage, qui fait partie des terres traditionnelles maoris, est extrait depuis 80 ans et est utilisé pour faire du béton hautement résistant,
prisée par le secteur de la construction. Il y a 5 ans, l'entreprise a fait une nouvelle demande pour poursuivre l'extraction, mais la population locale n'a pas donné son accord et la demande a été transférée jusqu'au tribunal de l'environnement. Finalement, l'entreprise a préféré trouver un accord avec le Maori Trust, un accord qui comprend l'arrêt de l'extraction ainsi que des excuses écrites et le paiement de 450 000 $ néo-zélandais. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.